Et nous allons donc démarrer cette table ronde dans le cadre de cette 17e, c'est ça, hein, j'ai lu ça, 17e édition de Pro Durable. Il y a des habitués ici dans ce panel. D'ailleurs, ils sont bavards entre eux, mais vous verrez, ils vont être bavards avec vous. Nous allons parler d'immobilier commercial. Immobilier commercial, comment préserver la biodiversité face à l'urgence écologique dont on nous parle quotidiennement et qui rattrape notre quotidien là, tout de suite, notamment avec les sujets d'eau, qui ne sont pas l'objet principal de notre propos, mais que nous aborderons probablement. Un certain nombre d'espaces, notamment les zones en tout genre, dont les zones commerciales, doivent se réinventer. Vous savez qu'on aime bien le préfixe « re », dans les médias notamment, on réinvente. Et comme diraient les anciens, on réinvente la poudre à canon. Mais plus sérieusement, comment est-ce qu'on peut concilier ces activités qui font partie de notre quotidien, qui occupent une place importante dans nos vies, mais aussi en périphérie souvent de nos villes, avec le respect des autres êtres vivants. Ce sont des lieux essentiels pour l'espèce humaine, mais aussi pour les autres compartiments du règne animal, du règne végétal et de l'ensemble de ce tissu du vivant qu'on appelle la biodiversité. Alors pour en parler, on a 4 intervenants de 3 horizons, de 3 entités très différentes et complémentaires, et ça va être assez intéressant de ce point de vue-là. Nous aurons tout d'abord le témoignage de Sylvain Boucheron, qui est le cofondateur et CEO, parce qu'il faut aussi mettre un petit peu d'anglais dans les titres, c'est beaucoup plus chic, et plus sérieusement, qui est directeur conseil transition écologique des entreprises chez BL Evolution, une entreprise qu'il a créée et qu'il dirige, voilà, en bon français. Ensuite, nous aurons un témoignage de Lidl à 2 voix, 2 profils complémentaires qui ont porté et qui portent ce sujet de la biodiversité au sein de leur entreprise. C'est Lidl France qui d'ailleurs parraine cette conférence et on vous remercie. Amélie Lefébure, Amélie, vous êtes chef de projet éco-construction et biodiversité chez Lidl France, et Nicolas Boulbès, vous êtes coordinateur national des programmes et des stratégies immobilières durables. Je vais respirer un peu. Et enfin, last but not least, Samuel Jolivet, qui est directeur de l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement, OPIE. Alors on va d'abord commencer par une vision macro, stratégique. Il n'y a pas longtemps, nous étions réunis, Sylvain, pour le lancement de la plateforme Biodiversité et Entreprise, ou je crois que c'est d'abord Entreprise et Biodiversité, par Auré au Muséum national d'histoire naturelle. Et ça m'a frappé, vous avez posé une question sur... devant un aréopage d'intervenants, sur l'importance que les actionnaires accordent au sujet de la biodiversité, ce qui vous fait avancer dans ce sujet de la biodiversité depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, malgré votre jeune âge, c'est la stratégie et comment est-ce que la biodiversité peut infuser tous les étages des parties prenantes, qu'elles soient publiques ou privées. Et l'éclairage de BL Evolution est très précieux. Et je signalais tout à l'heure la présence d'Yves Dieulesaint. Vous avez été une des chevilles ouvrières d'un des tout premiers rapports entre l'immobilier et la biodiversité, rapport qui était dirigé pour le compte du plan bâtiment durable par M. Dieulesaint, qui s'intitulait Bâtiments et biodiversité, et c'était en 2014, donc avant la pandémie, dans une période antédiluvienne. Et donc, vous avez un regard, une acuité sur les sujets, faisant le lien entre la stratégie et la mise en mouvement. Alors, on parle aujourd'hui d'immobilier commercial et de biodiversité. Pour vous, dans ces rapports entre la biodiversité et la ville, et en particulier l'immobilier, qu'est-ce qu'on peut en dire au regard du contexte réglementaire, mais aussi d'un certain nombre d'enjeux sur lesquels vous éclairez les acteurs chez BL Evolution? Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la biodiversité et des stratégies d'entreprise? C'est que pour le moment, la biodiversité n'est pas au cœur de toutes les stratégies d'entreprise. Mais ce n'est pas grave, grâce à ProDurable, on peut soigner cette difficulté. Et ça permet déjà de commencer par rappeler de quoi on parle quand on parle de biodiversité, puisque souvent, on a la vision de quelques animaux très sympathiques, très jolis, que l'on trouve, que l'on voit à la radio ou que l'on voit à la télé. À la radio, c'est un peu difficile de voir, mais qu'on peut parfois entendre d'ailleurs dans certaines émissions. On écoute des bruits de la biodiversité, mais on a cette idée un petit peu d'espèces en danger, un peu phare que l'on connaît, alors qu'en réalité, la biodiversité, c'est beaucoup plus que cela.
On parle souvent de la partie émergée de la biodiversité et du vivant. La biodiversité, c'est tout le vivant, que ce soit les animaux qu'on connaît bien, mais les plantes, les champignons, les bactéries, vous-même, hein, vous faites partie de la biodiversité. Et ce que nous dit les connaissances scientifiques aujourd'hui, c'est qu'il y a une très très forte érosion de la biodiversité, de l'ensemble des écosystèmes, et que c'est préoccupant. Pourquoi? Puisque les humains ne peuvent pas vivre sans biodiversité. Hein. Tout ce que vous mangez, tout ce que vous allez acheter chez Lidl, ça vient de la biodiversité. Si vous mangez des cailloux, vous n'allez pas survivre très longtemps. Les tissus que vous portez proviennent de la biodiversité. Le bois des chaises sur lesquels vous êtes assis, ça vient de la biodiversité. Donc en fait, on se rend compte assez vite que toute l'économie dépend du bon fonctionnement de la biodiversité. On parle beaucoup aujourd'hui des sujets de santé-environnement avec l'approche Une seule santé, One Health en anglais, qui fait bien le lien finalement entre les dégradations environnementales et la santé à la fois animale et la santé humaine. Donc on voit que tous ces sujets sont liés. Alors une fois qu'on a dit ça, il s'est passé ces dernières années un certain nombre d'évolutions puisque les dirigeants ont tendu un petit peu l'oreille à ce que disaient les scientifiques. Et donc, on a d'une part un cadre réglementaire qui a beaucoup avancé avec des objectifs mondiaux. Vous avez peut-être suivi la COP de la biodiversité à Montréal il y a 2 ans, qui a défini un certain nombre d'objectifs pour 2030 et 2050, avec en particulier cette idée, d'une part pour 2030, de no net loss, c'est-à-dire d'arrêter les pertes de biodiversité, en tout cas pas de pertes nettes, et puis pour 2050, de rentrer dans une trajectoire de restauration de la nature pour pouvoir restaurer donc, les services écosystémiques, en tout cas tous les services que nous rend la nature. Donc ça, c'est un cadre international qui a été décliné bien sûr au niveau français avec la stratégie nationale pour la biodiversité qui a été publiée et lancée par la Première ministre il y a un peu plus d'1 an et dans lequel d'ailleurs on retrouve un volet de mobilisation des entreprises et qui rappelle bien que toutes les entreprises sont concernées par le sujet de la biodiversité et en particulier un certain nombre de filières, les filières agroalimentaires bien sûr, mais aussi cette question de l'artificialisation, j'y viens dans un instant. Donc ça, c'est le cadre un petit peu réglementaire général. Ce que nous dit également les connaissances scientifiques, c'est qu'il y a différents facteurs d'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire des causes qui sont responsables de cette érosion de la biodiversité. La première, c'est le changement d'usage des sols, dont fait partie l'artificialisation. La deuxième, c'est la surconsommation des espèces. La troisième, le changement climatique. La quatrième, les pollutions. Et puis enfin, la dissémination d'espèces envahissantes. Et donc, on voit bien tout de suite que quand on va parler d'immobilier, évidemment, on parle de surface. Et donc, le sujet de l'immobilier, qu'il soit commercial ou pas commercial d'ailleurs, est en pleine prise avec cette question de lutte contre l'artificialisation. Vous le savez qu'en France, il y a un objectif de zéro artificialisation nette. Et donc, ça pose une vraie question pour les directions immobilières des entreprises d'essayer de se dire comment est-ce que je peux repenser ma stratégie immobilière avec cette idée de sobriété foncière en essayant de se dire comment est-ce que je peux avoir plus d'usage sur moins de surface puisque plus de surface artificialisée, ça continue à creuser cette dette écologique. Donc ça, c'est un peu le cadre général. On voit que l'immobilier commercial en France, c'est responsable d'à peu près 30% de l'artificialisation. Et on sait qu'on artificialise en ce moment à peu près la surface d'un département tous les 10 ans. Donc vous voyez que c'est quand même colossal. Et donc on a besoin d'imaginer des nouvelles manières d'occuper les espaces, de repenser les projets. Et pour ça, ça génère pas mal d'opportunités pour l'ensemble de la filière, d'ailleurs, commerciale, de la filière immobilière. Il va falloir développer des nouveaux métiers. Comment est-ce qu'on identifie déjà dans les territoires des surfaces qui peuvent être déjà artificialisées et qu'on va recycler, faire du recyclage foncier pour éviter de détruire des nouveaux espaces naturels. Développer d'ailleurs, on l'avait dit dans le rapport qui a été cité en introduction en 2014, que le sujet de la biodiversité dans l'immobilier, il n'était pas que sur les sites, mais aussi sur la chaîne de valeur de l'immobilier, et en particulier la question des matériaux de construction. Et donc comment est-ce qu'on peut avoir des nouveaux métiers de la construction de ces surfaces, de ces espaces immobiliers, en prenant des matériaux qui ont moins d'impact sur la nature. Donc là, il y a aussi des nouveaux métiers à inventer. Et donc, on voit qu'on part à la fois d'un constat scientifique sur lequel il faut que l'on réagisse, qu'on a un cadre réglementaire qui nous aide ou qui nous force à avancer si on n'avait pas encore complètement pris les devants, mais en même temps, un certain nombre d'opportunités qui se dessinent devant nous. Il y avait pour terminer une démarche historique en France et puis qui aujourd'hui a trouvé un écho international qui s'appelle la démarche ERC, éviter, réduire, compenser, qui demandait, loi de 76, qui a été mise à jour avec la loi biodiversité en 2016,
et qui demandait pour tous les projets d'aménagement, on se pose d'abord la question de l'évitement. Est-ce qu'on peut éviter des impacts sur la biodiversité? Ensuite, ce qu'on ne peut pas éviter, il faut les réduire. Et puis enfin, rentrer dans une logique de compensation. Et donc, on voit finalement qu'aujourd'hui, l'objectif de zéro artificialisation nette, il remet au centre cette question déjà d'éviter des impacts, et donc qui demande à repenser complètement les espaces immobiliers. Merci Sylvain, vous avez vu défiler quelques diapositives parfois très très vite, comme celle-ci, je ne sais pas pourquoi, qui présentent les différents départements de BL Evolution. On va passer aux acteurs de cet immobilier commercial. Vous avez souligné les pressions qui sont exercées sur la biodiversité, notamment celle de la fragmentation des milieux, du changement d'usage des sols. C'est un fait, l'immobilier commercial occupe une part du foncier, mais c'est d'ailleurs loin derrière, par exemple, le résidentiel en termes d'impact sur l'utilisation de foncier dans l'artificialisation que vous avez cité, Sylvain. On a un témoignage, je vais changer de diapositive, de Lidl, que vous portez tous les deux, Nicolas Boulbès et Amélie Lefébure. Qu'est-ce que Lidl a mis en place en matière de biodiversité, à la fois pour le réaménagement ou la création de nouveaux sites, mais aussi pour l'existence et l'objet de cette présentation que nous allons voir dans quelques instants. Vous aurez remarqué des jolies couleurs. Des jolies couleurs que vous retrouvez sur les chaussures de Nicolas, qu'il est parfois très difficile de trouver. Je crois que c'est la première édition. En plus, c'est la première édition. Collector, salle. Presque neuve, ça va partir tout à l'heure. Alors plus sérieusement, Nicolas, c'est à vous. Merci. On peut tout de suite passer à la frise, mais merci pour la table ronde déjà, pour l'animation et pour le préambule qui a pu être fait et qui contextualise parfaitement la frise que vous avez à l'écran. Pourquoi? Parce que, alors, on va aller rapidement en arrière dans notre histoire, puisque Lidl en France, on peut mettre la slide du coup. C'est 1989, effectivement, le premier supermarché Lidl en France. Comme vous le savez, nous sommes un groupe allemand. En 1989, premier supermarché. Un long cheminement en France, pour le coup, sur ce qu'est l'immobilier commercial du point de vue de Lidl. Donc au départ, on a tous l'image d'un supermarché assez standard. Et petit à petit, c'est l'évolution dont il était fait état en préambule qui amène à s'interroger et que vous connaissez, c'est les évolutions sociétales et réglementaires qu'on voit à l'écran. On ne les a pas toutes mises, mais on aurait pu en rajouter énormément d'évolutions juridiques qui vont avec une évolution sociétale et aussi un constat d'une nécessité de faire les choses différemment du point de vue de l'urbanisme. Donc moi, je vais raisonner plutôt à l'échelle de l'urbanisme, donc beaucoup plus large que le seul immobilier. En parallèle à tout ça, on voit que ça a un impact sur les supermarchés Lidl. Le concept commercial évolue, donc l'image du supermarché évolue. On intègre des éléments de développement durable qui permettent d'améliorer effectivement la perception écologique et donc l'impact écologique de l'entité immobilière avec le premier pas significatif, c'est plutôt dans les années 2012, avec la volonté d'accompagner la sortie du hard discount, là je parle pour l'enseigne Lidl, d'un changement aussi d'image de ce qu'était l'immobilier commercial pour le coup chez Lidl, avec des supermarchés mieux intégrés dans leur environnement urbain, mieux pensés d'un point de vue écologique, en intégrant de façon systématique un raisonnement par exemple sur les parkings avec les pavés drainants, même si les pavés drainants ne s'imposaient pas à nous d'un point de vue légal, on les a généralisés sur toutes les nouvelles opérations. On a commencé aussi à généraliser les panneaux photovoltaïques, donc vous allez me dire qu'on est encore loin du sujet de la consommation d'espace. On commençait en tout cas à attraper le sujet de l'immobilier et donc de l'urbanisme commercial de façon différente. Et tout ce cheminement-là, donc pour vous dire qu'on faisait déjà beaucoup de choses, nous a amené, quand j'ai pris mes fonctions, à essayer de mettre tous ces sujets en cohérence les uns vis-à-vis des autres et à essayer de définir, puisqu'il n'y a pas de définition de ce qu'est l'immobilier commercial durable ou l'urbanisme commercial durable, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de consensus sur ce que c'est. Donc on a décidé de construire une définition. Et pour la construire, on s'est inspiré de tout ce qui se faisait de mieux pour la partie paysage et biodiversité, puisque parmi les éléments de construction de cette idée d'un immobilier commercial durable, on s'est vite aperçu effectivement qu'il fallait attraper l'enjeu de la biodiversité et du paysage. Donc ça a constitué
un premier pilier que vous voyez sur la frise donc, entre 2020 et 2021. Pour construire cette stratégie, on s'est appuyé pendant 1 an sur le travail d'experts de CDC Biodiversité et de l'OPI qui venaient en appui de CDC Biodiversité pour confirmer ou infirmer les préconisations qui pouvaient être faites pour s'assurer qu'on allait dans la bonne direction en faveur en particulier des pollinisateurs. Et ça nous a amené, on va le voir sur la slide d'après, à des outils sur lesquels on s'est engagé depuis 2021 et qu'on a systématisé dans nos process. On en est depuis, et je termine là-dessus pour la slide suivante, à travailler des sujets relatifs à la sobriété foncière. Je préfère la sobriété foncière que le ZAN, puisque le ZAN est un dispositif juridique. Et nous, on a un raisonnement qui est plus large, puisque à partir du moment où on a un impact sur l'artificialisation des sols, on va appliquer une méthodologie propre à Lidl qui va plus loin que la seule réglementation. Et on est sur ce sujet-là accompagné par la Fédération des conservateurs d'espaces naturels. Voilà pour l'historique. Donc 2021, et je laisse la main à Amélie, qui est chef de projet biodiversité, pour vous parler de ces 2 grands outils qui s'appliquent désormais à l'échelle de l'ensemble de notre parc immobilier. Merci Nicolas. Donc effectivement, notre stratégie en faveur du paysage et de la biodiversité repose donc sur 2 acteurs et 2 outils. Les 2 acteurs étant donc CDC Biodiversité et l'OPI. Et nos 2 outils, un cahier des charges directeur pour tous nos nouveaux projets, toute nouvelle construction, on va dire, si je simplifie les choses, et une charte d'engagement qui s'applique aux supermarchés existants. 2 façons de voir les choses, puisque forcément on a 2 sujets. Quand vous êtes sur des supermarchés existants, il peut y avoir plusieurs dizaines d'années de vie en fait, de supermarché, de façon de voir le paysage. Alors que forcément, lorsqu'on part sur une feuille blanche, j'ai envie de vous dire, on a une marge de manœuvre un peu plus grande. Et donc ce cahier des charges directeur, vous le retrouvez, il se traduit par 10 engagements qui sont sur la droite de l'écran. L'accompagnement par un écologue, le fait d'utiliser des essences locales, d'avoir des panneaux pédagogiques, je pense qu'on pourra en reparler un petit peu plus tard de cette pédagogie, et les 21 engagements qui sont des choses un petit peu plus simples, en tout cas à mettre en place pour pouvoir faire évoluer les supermarchés existants. Pour pouvoir faire appliquer cela chez Lidl, il a fallu donc, 2 années, 2-3 ans, pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passait, parce qu'on part d'une stratégie nationale et il faut l'appliquer donc au niveau local. Donc ça part par des formations que j'ai pu normalement effectuer en 2022 auprès de toutes les directions régionales, et la formation de référents biodiversité en 2023, qui ont pu prendre le relais ensuite et appliquer cela aux spécificités locales. Ce qui est quand même un pas de temps relativement court de faire tout ça en 2 ans. Et on a ici quelques exemples. On a ici en effet quelques exemples. Pour vous donner une idée, donc on a 2 supermarchés, Portée-sur-Garonne au sud de Toulouse et Vaux-en-Velin en banlieue de Lyon. Les 2, ce sont donc des photos qui ont été prises 1 an et demi après leur ouverture. Donc ça peut vous donner une idée. Tout n'apparaît pas comme ça, hein. On parle de vivant, donc on a besoin de temps pour que cela puisse pousser également. Mais on a déjà quelque chose qui esthétiquement rend très bien et qui est efficace écologiquement. Ce qui est le plus important, c'est de pouvoir effectivement lier les 2 et de se dire qu'on est sur un supermarché, mais qu'on arrive quand même à avoir quelque chose qui fait un peu l'unanimité sur tous les sujets. Et voilà. Merci pour cette présentation. Nicolas, vous vouliez ajouter peut-être quelque chose pour Lidl ? Non, juste, oui, si je devais me permettre de rajouter quelque chose, c'est ce qu'a dit Amélie, et c'est exactement ça, c'est qu'on a pris le temps de faire les choses convenablement. 1 an, c'est du temps. On est dans une société qui nous a permis de prendre ce temps-là. Moi, j'ai un profil d'urbaniste, et c'est vrai que l'urbanisme, on en discutait, c'est du temps long, et ça nécessite de réunir un maximum d'acteurs pour arriver à un objectif de résultat. C'est ce que la société Lidl nous a permis de faire, nous, en tant qu'experts. On a pris le temps d'écouter les problématiques, les ambitions, mais aussi les problématiques pragmatiques internes par métier, à l'échelle des services immobiliers, puisqu'en fait, on est largement propriétaire de notre parc immobilier. Donc, on a intégré les sujets de la conception jusqu'à la gestion. Et on a pris le temps, là aussi, de trouver les bons partenaires et de leur laisser la main sur les préconisations, avec pour objectif de trouver un consensus permanent entre l'intérêt écologique et économique. Et je pense qu'effectivement, on a laissé le temps nécessaire à la fiabilisation d'engagements qui étaient tenables. Voilà. L'idée, c'était de s'engager sur quelque chose qu'on était capable de respecter. Le bien faire et le faire savoir, c'était le slogan d'une entreprise
stéphanoise, dont je tairai le nom car elle n'existe plus et je souhaite que Lidl continue beaucoup plus longtemps. Pour moi qui suis ligérien, vous parlez de bons partenaires. Il y en a un, et je le dis sans flagornerie parce que nous nous connaissons depuis une quinzaine d'années, c'est Lopi. Et Samuel Jolivet, pour les plus anciens, vous connaissez la chanson « Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi ». Il faut les décrire, il faut partager leur vie, il faut les cartographier, et c'est ce que fait, entre autres, mais il va nous l'expliquer beaucoup mieux, l'Office pour les insectes et leur environnement, dont vous êtes le directeur, Samuel. Vous avez vu toute l'évolution de cette association et vous me disiez, il y a 2 jours, que vous aviez plus d'une trentaine maintenant, un effectif de plus de 30 personnes. Oui, merci Pierre. Alors toute l'évolution, pas tout à fait, parce que l'OPI a été créé en 69. Je n'étais pas encore né. J'ai seulement beaucoup œuvré à son essor et à son rôle aujourd'hui. Donc on est une association nationale de protection de la nature, spécialisée sur les insectes, mais c'est une spécialité qui est énorme puisque... vous le savez peut-être, en France métropolitaine, on compte entre 30 et 40 000 espèces différentes d'insectes. Donc on a beaucoup de monde à représenter, beaucoup de monde à cartographier, beaucoup de monde à connaître et à faire mieux aimer, puisque c'est un sujet qui est un petit peu touchy dans les cultures occidentales. Donc on est principalement basé en Île-de-France, avec 2 sites, notre siège social à Guyancourt et la Maison des Insectes à Carrière-sous-Poissy, qui est un lieu qu'on peut visiter avec des insectes vivants. Je vous conseille vivement cette expérience. Et puis une antenne en Occitanie, puisque l'Occitanie est une des régions françaises avec les plus gros enjeux sur les insectes, mais on a aussi des associations dans d'autres régions. Donc une équipe de 35 salariés, effectivement, ça c'est ce qui fait un petit peu notre force de frappe pour pouvoir accompagner des partenaires. Et puis plus de 50 ans d'expertise avec différents agréments, l'agrément du ministère de l'Environnement, l'agrément du ministère de l'Éducation nationale. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. J'ai failli à mon devoir. Voilà. Et donc, quand on a été créé en 69, on est issu d'une mouvance d'entomologistes qui travaillaient à l'INRA et puis d'entomologistes amateurs. Leur sujet, c'était, on parle des insectes comme des nuisibles ou des ravageurs. Et que les insectes, c'est vraiment le centre de la biodiversité, un maillon essentiel qui est dans toutes les phases qu'on peut imaginer et qu'il faut qu'on soit capable d'en parler autrement, de montrer autre chose. Et donc l'idée, c'était de faire une association qui soit à la fois experte, qui puisse être à l'oreille du ministère, du muséum, mais qui sache aussi parler des insectes à tout le monde et avec des mots simples. Donc ça, c'était vraiment les 2 axes de création de l'association. Et aujourd'hui, on est toujours sur ces 2 axes, avec un pôle études qui s'occupe de l'expertise des sujets de protection. On participe aux listes rouges nationales avec l'UICN. On pilote les plans nationaux d'action sur les papillons, les libellules, les pollinisateurs. C'est des actions qui nous sont confiées par le ministère, puisque c'est des programmes issus du Grenelle de l'environnement. Et on a toute une action autour des espèces patrimoniales et différents sujets. Et à côté de ça, on a un pôle mobilisation des publics qui, lui, va s'occuper de l'animation, de recevoir des scolaires, de recevoir du grand public, d'aller à la rencontre de tout type de personnes pour essayer de déconstruire les idées reçues, parler des insectes avec des mots positifs, faire changer le regard. C'est quelque chose d'assez compliqué, mais en même temps, les insectes, c'est quelque chose de tellement passionnant qu'on a un sujet qui nous aide vraiment à porter ça. Et au milieu de tout ça, donc, on est partenaire engagé pour la nature, qui est un programme porté par l'Office français de la biodiversité, qui est un de nos gros partenaires institutionnels. Et donc, dans ce programme-là, on s'engage à aller vers les entreprises pour pouvoir travailler ensemble. Comme aller vers le monde agricole pour pouvoir travailler ensemble. C'est les deux grosses oppositions qu'on fait régulièrement, les assauts de protection et puis le monde business, mais on est plusieurs à avoir compris et intégré que se parler, faire des choses ensemble, c'est le meilleur moyen d'avancer. Donc, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Une petite parenthèse promo, parmi ces outils de mobilisation, il y en a un qui marche extrêmement bien, qui est
principalement destiné au grand public, mais qui commence à faire une petite percée dans le monde de l'entreprise parce que c'est un outil dont on peut se servir dans le cadre du RSE. C'est quelque chose de très mobilisant. C'est un outil de sciences participatives qui s'appelle le SPIPOL, le suivi photographique des insectes pollinisateurs pour devenir le paparazzi des insectes. C'est très simple, hein. Il y a une appli que vous pouvez tous télécharger. Maintenant, tous les smartphones sont capables de faire des photos tout à fait suffisantes. Et le principe, c'est de faire des photos pendant 20 minutes sur une plante, un parterre de lavande, que sais-je encore. Et puis, une fois qu'on a fait ces photos pendant 20 minutes, on les charge sur l'application. L'application vous aide à les déterminer grâce à des bases de données qui sont en système expert derrière. Peut-être l'intelligence artificielle un jour, mais on n'y est pas encore. Et c'est vraiment un truc qui est addictif. Tous les participants s'y mettent et ne lâchent pas. Et ça permet, aux chercheurs d'avoir énormément de données pour mieux comprendre les processus de pollinisation à travers tout le territoire national. Et deux, aux participants de connaître ces insectes qui sont finalement à notre portée puisqu'ils vivent à côté de nous. Donc, tu peux passer à la suivante. Pour rejoindre ce que tu disais, et puis pour enfoncer le clou, hein, les insectes sont au centre de la biodiversité, donc font partie de ceux qui trinquent le plus dans cette crise de la biodiversité qu'on nous décrit tout le temps. Tous les impacts sont en face de vous, hein, l'agriculture intensive, l'urbanisation galopante, les paysages qui sont de plus en plus transformés, et puis bien sûr l'utilisation des biocides. Dans les résultats de l'IPBES que tu énonçais tout à l'heure, moi j'ai tendance à penser que les produits chimiques sont très largement sous-évalués dans ces causes-là. Donc, quand un partenaire vient nous voir et vient nous dire que on aimerait bien faire attention aux espaces autour de nos magasins, on a une vraie volonté d'essayer de changer le regard sur ces zones, que ce soit en interne comme en externe, on voudrait arriver à avoir un effet plus sur la biodive et surtout on veut se positionner au-delà du réglementaire. Parce que ça c'est quand même quelque chose qui est très intéressant dans la démarche de Lidl, c'est que la plupart du temps, les entreprises, elles font parce qu'on les oblige. Et là, Lidl se dit, non mais moi, me faire obliger régulièrement, ça ne m'intéresse pas, je vais aller tout de suite beaucoup plus loin pour être libre du bienfait que je fais et de pouvoir l'intégrer dans toute mon activité. Donc tu peux aller à la suite. Et donc c'est comme ça qu'on est venu sur cet échange autour de la charte biodive. Hein. Ça a été pas mal d'échanges et beaucoup d'échanges très intéressants pour pouvoir faire passer les grandes idées qui sont vraiment les plus importantes dans ce genre d'action. Toujours être en cohérence avec le local. Ça, c'est un des axes hyper importants. Les plantes, on sait les faire venir de n'importe où, de très loin, mais de très proche. Des fois, c'est un peu plus compliqué. C'est aussi un sujet très important qu'on développe dans le cadre des actions qui sont mises en place par l'OFB et par les autres structures de protection de la nature. Le végétal local, c'est vraiment quelque chose qui est très important à prendre en compte parce que c'est ça qui va rentrer en cohérence avec les besoins des pollinisateurs locaux, avec les besoins des autres insectes qui vont manger ces plantes, parce que les papillons, on sait que leurs chenilles vont grignoter les plantes qui sont mises à leur disposition, la fonctionnalité des trames, enfin tous ces sujets-là que vous avez devant vous sont des sujets vraiment primordiaux, qui sont difficiles à intégrer dans des démarches d'entreprise et qui sont très faciles à dévoyer parce que il suffit d'un petit delta pour pas être vraiment dans l'efficace, se dire ah bah oui, je suis cette préco, mais justement avec l'exemple que je vous donnais des végétaux, en mettant des végétaux qui vont avoir un faible taux de production de nectar ou qui vont fleurir à une période où les insectes ne sont pas présents, on pense faire bien, mais on fait à côté. Donc ça, c'est tout l'enjeu de l'accompagnement qu'on a pu avoir ces dernières années avec Lidl sur leurs engagements. Pardon. On va rester sur cette diapo-là. Merci beaucoup, Samuel. Alors, Samuel est très modeste. Effectivement, il n'était pas là en 1969 à l'OPI. Merci de l'avoir rappelé parce que j'aurais eu peur que vous soyez vexés. C'est un grand spécialiste des odonates. Les odonates, est-ce que vous savez ce que c'est ? Ce sont les libellules, entre autres.
Et vous pouvez entendre Samuel, je fais un petit peu d'autopromo, on a passé près d'1 heure ensemble il y a 2 ans. Vous tapez radio.imo ou radioterritoria.fr et vous tapez Jolivet, Jolivet, ou Darmet, Darmet, et vous trouverez le podcast. On a passé 1 heure ensemble à parler de cette passion pour les insectes. Et qu'est-ce qui anime Samuel dans cette passion, vous le sentez, qui est communicative, et comment est-ce qu'on décloisonne? Et ça va être une de mes premières questions sur les compétences. Vous avez dit quelque chose, Samuel, l'OPI est né d'anciens chercheurs de l'INRA et d'entomologistes amateurs, naturalistes, et vous faites la couture entre la protection de la nature et les activités économiques. C'est notamment ce programme Partenaires engagés pour la nature de l'OFB qui reconnaît ces démarches. Pour le jardinier que je suis, puisque je représente maintenant l'Union nationale des entreprises du paysage, donc les jardiniers paysagistes, on est sans cesse entre ces sciences du vivant héritées de l'agronomie, avec comment est-ce qu'on peut conjuguer avec le vivant pour en tirer un parti alimentaire, d'agrément, etc., et protéger le vivant pour lui-même. Et très souvent, on s'écharpe pour 10% de choses qui nous dissocient et 90% en commun. Et donc, c'est intéressant de voir comment on peut décloisonner les approches et le faire avec des conseillers qui vont être plutôt dans la stratégie, une vision plus urbanistique que vous citiez, Nicolas, tout à l'heure, et avec Amélie, on a vu des actions concrètes à l'échelle de différents points de vente en matière de compétences. On a la figure de l'entomologiste, le spécialiste des insectes. Il y a l'écologue, qui est un peu le généraliste de tous ces sujets, qui va regarder, comme vous l'avez dit, les connexions avec l'environnement. Un centre, un supermarché Lidl qui peut ressembler à un autre, n'est au fond pas du tout le même d'un point de vue écologique que son voisin, ne serait-ce qu'à quelques kilomètres de là, parce que son environnement écologique n'est pas le même. Mais il y a aussi, vous avez parlé d'une notion qui est dans le nom même de votre stratégie, Amélie, paysage et biodiversité. Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent, disait Michel Corajou, qui a longtemps été professeur à l'école du paysage de Versailles. C'est cette notion où le sensible rencontre le concret, l'écologique, le serviciel. Et vous avez parlé, Nicolas, de temps long, en disant on veut faire des choses qui sont atteignables et qu'on peut gérer dans le temps. Qu'est-ce que cette expérience que vous menez depuis quelques années avec ce plan vous montre en termes d'évolution de compétences? Est-ce que ça a ouvert, par exemple, chez Lidl, des relations avec des partenaires au quotidien, au-delà du partenariat avec l'OPI, dans la relation entre vos services, mais aussi que chaque centre peut entretenir avec un certain nombre de métiers? Amélie, dans les 10 engagements, elle disait que le premier, et c'est réellement le premier, mais ça revient à répondre aux enjeux qui étaient cités à l'instant, c'est prendre un écologue, et on aurait pu rajouter un architecte paysagiste, puisqu'en fait, on a les deux. On s'engage d'abord à dire, y compris sur un site qui a 2 km, il n'y aura pas les mêmes enjeux écologiques, donc il faut qu'on soit accompagné d'un expert. Donc ça, c'est le premier engagement. Avoir un écologue qui nous dit, qui nous fait un état des lieux, un état constaté, un état réel, un état au regard de la planification locale, et qui va faire des préconisations à la maîtrise d'ouvrage, donc à Lidl, à la maîtrise d'œuvre et au bureau d'études qui nous accompagne, donc à l'ensemble des bureaux d'études, puisqu'il a un impact qu'on sous-estime. Même moi, en tant qu'urbaniste, je le sous-estimais. On avait déjà énormément de bureaux d'études, donc je réponds à la question rien qu'en disant ça. L'écologue, c'est un premier maillon qui intervenait que dans les hypothèses où on était soumis au ERC, pour éviter, réduire, compenser. Et sinon, la biodiversité ordinaire, bon, on croyait effectivement faire des choses, je le disais le jour où on s'est rencontrés à Samuel. Est-ce que mettre des ruches partout, c'est faire bien, quand on veut bien faire? Parce qu'on voulait bien faire. On s'est interrogé, est-ce qu'on systématise les ruches? J'en sais rien. Est-ce que ça a un bénéfice écologique? Donc c'est sur quoi on a travaillé. On a les écologues, du coup, là, qui sont un maillon essentiel désormais et qui nous accompagnent à l'échelle du territoire. Des écologues qui connaissent le territoire. Donc généralement, on a un contrat cadre national qui permet de travailler, enfin de proposer à nos directions régionales. Donc on a 25 directions régionales qui peuvent aller piocher dans ce contingent de contrats cadres, mais ils peuvent aussi travailler avec un écologue local. Donc c'est un premier BE qui s'associe à tous les autres que j'ai déjà cités, aux architectes paysagistes. Donc on voit ce réseau d'acteurs qui se constitue autour d'un engagement qui pourtant n'est qu'un engagement à l'échelle d'une entreprise. On imagine ce que ça pourrait être à l'échelle d'autres entreprises. Ça, c'est en local.
Et au national, on continue effectivement à étoffer notre réseau de partenaires. Donc il y a l'OPI, CDC Biodiversité qui nous accompagne, mais on a énormément d'autres bureaux d'études, comme je disais, qui travaillent avec nous dans le cadre d'accords cadres nationaux. Peut-être qu'Amélie, tu peux en dire un petit peu plus juste sur ce qu'on continue à faire, par exemple, avec des interlocuteurs comme CDC Biodiversité, où on retrouve d'autres acteurs qui se retrouvent agrégés à ces thématiques de la biodiversité. Effectivement, il y a une initiative en particulier qui émane de CDC Biodiversité, qui est la participation au club IBL. J'imagine que tu tu pensais surtout à ça. Et il y a une quinzaine de partenaires également qui se penchent là-dessus. Donc c'est pour avoir cet indicateur de la biodiversité locale, c'est cette question du coup de la mesure en fait de la biodiversité au niveau local, qui est une grande question auquel personne finalement n'a réellement de réponse. En tout cas, elle n'est pas unanime. Mais de voir donc cette quinzaine je les ai encore vus hier, cette quinzaine de partenaires essayer de trouver une bonne voie pour toujours la même chose en fait, d'avoir ces directives nationales, d'avoir cet engagement national qui se traduit chez nous par un cahier des charges directeur national, mais en se disant bon, qu'est-ce qu'on va faire réellement au niveau local pour toujours garder, et donc effectivement d'avoir un paysage qui va différer d'un site à un autre, et en ayant ces garde-fous de l'écologue, de l'OPI, qui nous a beaucoup aidé, en tout cas pour avoir cet indicateur insecte très, très important, à mon sens en tout cas. Voilà, c'est ce que je dirais là-dessus, et c'est ce développement qu'on a avec eux en essayant de pousser au même endroit. Sylvain. Oui, peut-être en complément sur cette question des compétences et des indicateurs. Ce qui me semble important aussi, c'est de rappeler qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir tous les indicateurs pour mettre en place des actions concrètes et utiles pour la biodiversité. Donc les exemples qui ont été montrés tout à l'heure rentrent tout à fait là-dedans. Et donc de se dire, bah tiens, j'ai la question de l'eau, comment est-ce que je peux travailler sur la désartificialisation? C'est tout à fait fondamental. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc déjà d'essayer de se dire, bah, les surfaces artificialisées, je peux les désimperméabiliser, et ça c'est très 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 utile pour la biodiversité. Donc pas mal d'actions extrêmement concrètes que l'on peut mettre en place. Déjà revégétaliser aussi, donc c'est bien pour les insectes bien sûr, pas que les ruches. Et donc c'est bien d'avoir fait appel à des partenaires pour éviter d'avoir parfois des symboles qui en fait empêchent de traiter réellement et concrètement les sujets. Et puis il va falloir avoir besoin aussi de développer des collaborations, puisque on parlait aujourd'hui des aménagements et du temps long. On a cette question du changement climatique qui arrive quand même très fortement. Et donc les aménagements paysagers qu'on peut faire aujourd'hui, il faut s'assurer qu'ils soient pensés dans le contexte du changement climatique. Parce que si vous mettez sur un espace des plantes qui ne sont pas adaptées au climat futur, en fait, tout ce que vous allez faire, ce sera mort dans 5 ans. Et finalement, c'est d'une bonne idée, on passe à peut-être quelque chose d'inutile. Donc, il va falloir aussi arriver à avoir ce travail de projection. Et donc, comment on fait aussi monter en compétences les paysagistes, etc. Et puis aussi d'autres compétences, comment on fait collaborer, comment on fait prendre conscience aux personnes qui sont habituées à travailler avec les cellules Excel, que sont les investisseurs et les stratèges, avec ceux qui travaillent avec les cellules végétales, que sont les jardiniers, parce que là on a beaucoup parlé des sites existants, mais quand même je réinsiste sur ce point, l'artificialisation elle est quand même très liée au nouveau développement d'infrastructures, et donc le fait de savoir choisir les zones sur lesquelles on va implanter est tout à fait fondamental pour lutter contre l'artificialisation. Et ça devient un sujet de risque financier pour les entreprises, risque réglementaire également, puisqu'on voit de nombreux projets qui sont retoqués par les commissions administratives ou juridiques parce que ils ont choisi une zone qu'il ne fallait pas choisir, c'était une zone humide, donc très importante pour la biodiversité, donc il ne faut pas s'installer. Voilà. Donc il y a des zones sur lesquelles il ne faut pas aller, et ça, il va falloir aussi qu'on mobilise les investisseurs, l'ensemble des parties prenantes en fait, du cycle immobilier, pour qu'ils prennent en compte dès le début des projets cette question de la biodiversité. Merci Sylvain d'avoir illustré le sujet aussi concrètement et d'avoir fait ce lien qui nous est cher entre la cellule Excel et la cellule végétale, parce qu'il y a véritablement un lien entre aujourd'hui la CSRD dont on nous rabat les oreilles mais qu'on a du mal à traduire dans la pratique, et effectivement la pratique à la fois en termes de conception, de conseil, mais aussi au quotidien, puisque ces infrastructures vertes que vous construisez, il faut les maintenir dans le temps, donc ça nécessite une gestion, c'est pas forcément un entretien extrêmement intensif. On a banni, et fort heureusement, les pesticides de ces espaces. Ça a demandé une transformation des pratiques, mais il faut une intervention pour trouver le bon équilibre.
Et aussi, vous le pointiez, Samuel, le sujet des plantes locales. Quand on parle de climat avec des latitudes qui bousculent, qui sont complètement bousculées, et des palettes végétales complètement bousculées par le réchauffement climatique, et parfois des injonctions contradictoires, où on veut, par exemple, des végétaux qui évapotranspirent beaucoup et qui font beaucoup d'ombre. Je cite souvent le marronnier d'Inde, qui a été introduit par les conquêtes coloniales, puisque c'est une partie de notre histoire, arrivé au Jardin des Plantes sur un tas de détritus. C'était de l'économie circulaire avant la lettre. Il n'a pas son passeport français depuis plusieurs générations, et pourtant il a une grande valeur culturelle dans un certain nombre de sites, et il a aussi quelques vertus en termes de rafraîchissement. Faut-il le bannir de certains sites, ou plutôt, et c'est là les coutures auxquelles vous nous invitez à travailler, peut-être l'intégrer avec d'autres végétaux qui vont taper juste dans les périodes de floraison, dans la matière organique qu'ils vont pouvoir apporter dans le sol. Il y a un point important que vous avez souligné, Sylvain, et je vais le reformuler pour vous poser une deuxième et dernière question à tous ensemble, c'est le lien entre l'eau, le sol et le végétal. C'est fondamental. Nous sommes aujourd'hui, ça datera, tant pis, cette table ronde, le 10 octobre 2024. Ce matin, une grande radio de service public national parle du sujet dans une chronique très pédagogique, 6h15 à peu près, face aux inondations et aux pluies diluviennes que nous connaissons sur la majeure partie du territoire en ce moment même. Il serait de bon ton de désimperméabiliser les sols. Et je n'ai plus, et qu'il nous prie de nous en excuser, en tête le nom du journaliste qui le décrivait très très bien. Et on voit bien que ce sujet, on peut le prendre, le sujet du vivant, par la face nord, à travers la protection des espèces, le fait de limiter les discontinuités écologiques par la localisation des nouvelles implantations, comme vous le dites Sylvain, en désimperméabilisant pour éviter des rustines pour l'eau, ou par le prisme uniquement climatique, les sujets se rejoignent et se traduisent concrètement par des choix qui sont des compromis, à la fois pour gérer l'eau, à la fois pour accueillir les insectes. Il y a un exemple, et je vous incite à aller, et je ne l'ai toujours pas fait, donc je vous incite à y aller, et on pourrait y aller ensemble, à aller à la Maison des Insectes, qui est au cœur du parc du Peuple de l'Herbe, à Carrières-sous-Poissy, qui est à la fois une zone humide dans certains endroits, et aussi une zone d'expansion des crues. Et donc on voit bien qu'on peut, par le vivant, par cette infrastructure verte, gérer, comme dans un centre d'ailleurs, des coutures avec des milieux plus ou moins naturels, gérer certains éléments, et deuxième effet qui se coule, s'il est anticipé, désolé pour la marque et pour la référence datée, avoir un milieu favorable à certaines espèces. Alors, je voudrais une dernière question pour vous avant qu'on puisse passer aux questions de la salle, qui concerne les expériences de nature. Le SPIPOL, faites-le. Vous posez 20 minutes dans une vie, c'est difficile, dans les vies trépidantes qu'on peut avoir, surtout en Île-de-France, mais se poser 20 minutes devant une fleur pour regarder tous les insectes qui passent et les prendre en photo, c'est la meilleure des méditations qu'on puisse faire. Déjà, vous allez changer de rythme et vous entrez en contact, même si là il n'est pas physique, sensible par le visuel et par l'attention que vous allez porter au vivant. Ça porte un nom scientifique, c'est l'expérience de nature. Je vous invite à lire Cynthia Fleury et Anne-Caroline Prévost, qu'on ne citera jamais assez, dont l'ouvrage très accessible de 2017, Le souci de la nature, explique très très bien ce phénomène-là, et notamment l'extinction de l'expérience de nature vécue après la Seconde Guerre mondiale. Et on parle beaucoup, peut-être un peu moins en ce moment, dans l'immobilier commercial, de l'expérience client. Et je me dis que ce mot expérientiel, qui était un peu traduit de l'américain dans les deux cas, puisque Robert Pyle, qui a parlé de l'extinction de l'expérience de nature, c'est un Américain en 1971, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il n'y a pas un lien quand vous transformez un centre pour accueillir la biodiversité d'une part, mais aussi pour transformer cet espace quotidien, à minima hebdomadaire, pour aller faire ses courses, qui touche donc une frange de la population conséquente, quelle que soit l'enseigne qu'elle choisit. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre l'expérience que vous proposez aux consommateurs et la pédagogie, qui est une des vocations de l'OPI, l'expérience de nature d'entretenir ou de se reconnecter avec le vivant, avec un rapport sensible, pas uniquement quantifié pour l'Excel ou utilitaire, mais véritablement sensoriel. Ma question est très longue et je vais vous demander une réponse courte, ce qui est une gageure. Je vais laisser Amélie répondre dans le détail. Tout le monde a en tête, et moi en tant qu'urbaniste le premier, une notion de France moche.
Ça a marqué les esprits, ça revient souvent dans les écoles d'urba, on cite souvent cette notion de France moche. Nous, aujourd'hui, on essaie de porter effectivement le message inverse, c'est-à-dire on transforme du coup ce qui est perçu comme une contrainte en opportunité. Donc on a des projets de requalification sur nous-mêmes. Quand on peut, la priorité c'est la ville sur la ville. Donc quand on peut, on reste sur nous-mêmes et on contribue à transformer ces éléments de langage-là. Donc j'espère qu'un jour on parlera de France belle. Et dans France belle, effectivement, quand on zoomera à l'échelle de notre petite emprise foncière, mais quand même d'un hectare, pour moi un hectare ça a son importance. Eh ben, on en arrive effectivement à jouer ce rôle-là, y compris pédagogique, à l'échelle de ce qu'on a fait. Donc on jouera un rôle macro dans la perception de l'espace, du paysage, de ce que peut être une entrée de ville quand il s'agit d'un projet en entrée de ville, mais il n'y en a pas qu'en entrée de ville. Et arriver à l'échelle du supermarché, nos salariés comme nos clients pourront constater au plus près que ce qu'ils percevaient comme étant joli de loin, ça a aussi du sens. Et donc oui, on a cette vocation-là. On a vocation à porter un message différent à l'échelle macro et aussi à l'échelle du projet. Et là, c'est la transition pour... Si on commence par le côté esthétique, je pense que ça va vous parler forcément. Si vous allez sur un parking qui est complètement nu, où vous avez simplement des voitures et des candélabres et points bas, c'est pas très joli, effectivement, c'est plutôt moche. Si vous êtes face à une périphérie comme celle qu'on a pu vous montrer, des façades végétalisées également, qui sont bien travaillées, hein, pas seulement plantées comme ça dans un coin. Donc vous avez ce côté esthétique déjà qui fait que c'est un peu plus agréable, à mon sens. Bon, j'ai eu la chance personnellement de grandir dans des endroits plutôt naturels. Ça se voit peut-être pas là, mais c'est le cas. J'ai eu une bonne enfance là-dessus, donc je suis très attaché à ce type d'environnement et je pense, c'est une conviction personnelle, qu'on a plutôt envie d'aller dans ce type d'endroit, même pour des actions du quotidien que sont faire ses courses. Donc je pense que ça transpire là-dessus. Et effectivement, quand on va sur nos supermarchés, si en plus on est accompagné par cette pédagogie qui nous donne envie d'aller un petit peu plus loin et de regarder ce qui a été fait, et puis peut-être de se poser la question, est-ce que c'est simplement des fleurs, l'ornemental point barre qui a été mis dans ce coin-là, ou est-ce que ça va avoir un impact sur le supermarché et puis autour, avec donc des continuités écologiques éventuellement. On va pouvoir se nourrir de ces connaissances-là. Je pense que c'est intéressant et au niveau des salariés, ça se ressent également. Donc les référents biodiversité en question, alors c'est peut-être côté immobilier, mais en 1 an et demi de formation, j'ai senti une évolution rien que chez eux. Et donc je pense que, en fait, à force de parler de ces sujets-là, de les voir, on a forcément un impact. Et je pense que Samuel, vous avez peut-être plus de choses à dire encore là-dessus. Dire à Samuel, et qui est en lien avec ce que tu disais Amélie, c'est qu'on va jusqu'à poser des panneaux pédagogiques sur nos supermarchés qui ont été imaginés au départ avec l'OPI et CDC Biodiversité, qu'on adapte au cas par cas, mais on va jusqu'au bout de la démarche. On vient expliquer, comme disait Amélie, concrètement ce que vous voyez là, voilà pourquoi ça a été fait. Il y a une petite coccinelle d'ailleurs qui image ça. Ouais. Oui, parce que on fait face à un autre concept, on a cité beaucoup Pierre, mais il y en a un qui est vraiment prégnant aujourd'hui et qui est très bien décrit, qui est l'amnésie environnementale. C'est-à-dire qu'on s'habitue à ne plus avoir de vivants autour de nous. On s'habitue à être dans un monde aseptisé où tout ce qui est une herbe folle, un insecte, une limace, un escargot, que sais-je, est systématiquement chassé de notre environnement proche parce qu'on veut dominer cet environnement proche. Et ça, c'est une vraie problématique parce que quand on se retrouve dans des lieux de nature, où on devrait se dire, bah tiens, il y a 10 espèces d'oiseaux qui sont en train de chanter autour de moi, il y a des gens qui trouvent ça bruyant, qui trouvent ça gênant, alors que c'est juste quelque chose qui devrait au contraire nous faire nous sentir en sécurité parce qu'on est dans une nature qui est riche et qui s'exprime. Donc ça, l'amnésie environnementale, c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut absolument lutter, et ce genre d'espace de nature au milieu des zones commerciales et des villes y participe parce que ça permet de remettre dans l'image subliminale des plantes, des bestioles qui volent autour, et puis les petits panneaux pédagogiques, effectivement, y participent. Et puis, il y a un autre sujet, pour revenir sur les histoires de gestion de l'eau. L'eau, c'est effectivement la naissance de la vie, c'est quelque chose de très important. Tu parlais de ma passion pour les libellules. Les libellules sont des insectes aquatiques, et un des enjeux, c'est de pouvoir réinstaller des mares qui ont été toutes bouchées, drainées, etc., alors qu'on en avait partout autour de nous. Mais le réflexe numéro 1, quand on veut mettre une mare en place, qu'est-ce qu'il est? Là, je fais appel à vos réflexes, à vous.
quand on vous dit ah bah, tiens, on va creuser une mare à côté de votre habitation. Quel est votre... Ah, moustique, voilà. C'est bien, tu... Clac. Et ben non. Eh ben non, les moustiques, et en particulier le moustique tigre qui est hyper désagréable dans nos milieux urbanisés, le moustique tigre ne vit pas dans les mares, ne vit pas dans les milieux naturels, il vit que dans les zones que l'homme lui met à disposition à travers ses gouttières plates, ses toits mal drainés, ses caniveaux. Ça, c'est l'habitat du moustique tigre. Le moustique tigre, il vient de forêts au brophile en Malaisie et il se développe dans des petits creux dans les branches des arbres qu'on appelle des dendrothelmes, des trucs où l'eau qui est très présente dans ces milieux-là va faire des flaques permanentes. Il n'y a absolument aucune ressource dedans. C'est juste les débris de poussière amenés par l'eau et le vent qui lui servent à se nourrir. Et donc, son habitat, c'est ça. Il est arrivé dans nos milieux occidentaux grâce à des pneus usagés. Enfin, voilà. C'est ça dont il faut se rendre compte. C'est qu'en général, un habitat équilibré, où il y a de la vie à l'intérieur, ce n'est pas un habitat qui va nous amener des nuisances. Au contraire, c'est un habitat qui va nous aider à contrôler ces nuisances, puisqu'il y aura tous les prédateurs associés qui seront présents pour réguler les moustiques. Et n'oublions pas... Les libellules en particulier. Exactement, et n'oublions pas notamment que les constructions en terre crue, dans beaucoup d'habitats traditionnels, le Pisé notamment, dans mon département natal comme dans le Dauphiné, sont construits à partir de terre qui est récupérée sur site par le creusement de quoi ? D'une mare. Voilà. On a abordé plein de sujets, on a dépassé le temps imparti. J'avais une question à poser à chacun, c'était une priorité et un rêve. Si vous voulez vous lancer sur un mot-clé, et on va prendre une question parce qu'on ne nous met pas dehors. Donc tant qu'on ne nous met pas dehors, ça veut dire que vous avez un intérêt pour le sujet et on va pouvoir prendre quelques questions. Oui, bonjour et merci pour vos éclairages très, très passionnants. Juste deux petites questions pour l'équipe de Lidl. Est-ce que, à travers ce que vous avez présenté dans votre stratégie, est-ce que ça veut dire que Lidl a pris la décision de ne plus artificialiser de sol, c'est-à-dire faire uniquement des ouvertures de nouveaux magasins sur la base d'anciennes coques, ou est-ce que vous continuez à artificialiser tout en faisant attention tel que vous l'avez présenté ? Et la deuxième question, c'est, j'imagine que c'est confidentiel, mais est-ce que vous donnez un ordre de grandeur entre un site sur lequel vous feriez rien du tout pour la biodiversité et les exemples que vous avez montrés là, le surcoût, c'est de l'ordre de combien ? Est-ce que ça se compte en quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents ? Vous voyez ce que je veux dire ? Si ça vous coûte 100 en faisant rien, est-ce que ça vous coûte 105, 110 avec de la biodive ? Et est-ce que vous artificialisez encore ? Merci. Merci pour votre question et pour l'intérêt que vous exprimez pour notre stratégie. Effectivement, on ne peut pas rentrer dans le détail de la totalité des éléments. Le paysage et la biodiversité, déjà, je commence par ça dans l'élément de réponse, c'est désormais un de nos 3 piliers de ce qu'est, du point de vue de Lidl, l'immobilier commercial durable Lidl. Donc c'est un des 3 piliers. Les 2 autres étant transition énergétique et mobilité alternative. Donc ce qui veut dire que quand on fait ça, on ne répond pas complètement à l'enjeu environnemental. Hein, donc on le sait. On essaie de mieux faire là-dessus, mais on fait pareil sur l'énergie, sur les mobilités, avec les bornes pour les voitures, les bornes pour le vélo quand on peut. Et le 3e, c'est l'éco-construction. Et donc là, l'éco-construction, on peut tester l'utilisation de matériaux biosourcés, géosourcés. Donc on est encore en phase de test sur ce 3e pilier, mais on le fait aussi de façon systématique sur toutes nouvelles opérations. Donc toutes nos nouvelles opérations s'appuient sur ces 3 piliers pour développer en fait un standard de supermarché, mais qui est adapté à des enjeux environnementaux forts et toujours à un contexte local. Ça, c'est un début de réponse, mais qui est important. Sur le sujet artificialisation, on est dans le paysage et la biodive, donc dans ce 2e pilier. Quand on a développé la stratégie avec l'OPI et CDC Biodiversité, au même moment, quelqu'un qui a le même accent que moi d'ailleurs, l'accent du Sud, l'ancien Premier ministre, parlait du sujet du ZAN qui allait arriver, dont je me souviens très bien, c'était en début d'année, puisque la loi est arrivée à l'été. Et donc on a vite compris avec les experts qui nous accompagnaient que la première cause d'érosion de la biodiversité, c'était la disparition des espaces. Donc effectivement, Lidl, en parallèle, s'est engagé à un autre dispositif qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui, qui est, alors pas de ne plus du tout artificialiser, mais d'aller plus loin que ce que la loi a dit au mois de septembre, pour le coup. Nous, en septembre, on avait une méthodologie propre à Lidl, c'est-à-dire que quand on a un impact écologique sur un foncier qu'on artificialise, qui est fléché par l'écologue, puisqu'on s'est appuyé du coup sur les engagements qu'on prenait en parallèle,
On a une discussion locale avec les partenaires, avec la mairie, avec le SCOT, puisqu'il y a une instance locale qui est importante dans le dispositif, c'est le SCOT, et on cherche des solutions de participation volontaire. Donc, quand on est soumis aux ZAN, puisque vous savez qu'on ne peut plus avoir d'autorisation d'exploitation commerciale si on artificialise, sauf cas dérogatoire, donc ce n'est pas l'ordre du jour, je suis désolé, ça nécessiterait 1 heure pour parler de cette thématique, mais il y a des cas dérogatoires pour qu'on puisse continuer à ouvrir des supermarchés, notamment si vous êtes sur un foncier qui n'est pas artificiel, mais qui est fléché dans la planification locale. D'accord ? Donc si vous avez un foncier qui permet de développer, vous pouvez continuer à artificialiser. Nous, sur ce genre de foncier, même si on est dans un cas dérogatoire, si notre écologue nous dit qu'on a effectivement un impact, parce que ce foncier-là a un enjeu écologique fort, on cherche des solutions de participation volontaire. Donc quand on artificialise, on a 2 types de dispositifs. Si on est dans un cas dérogatoire, on fait du éviter, on cherche quand même à éviter quoi qu'il arrive. Hein. Si on est allé là, c'est qu'on ne pouvait pas faire autrement, ou que du coup la planification locale, c'est paradoxal, mais parfois le SCOT vous dit, pour faire du commerce, vous devez aller là. Le foncier il est non artificiel, mais c'est ce que vous dit la planification locale. Donc on s'installe là. Si on a un impact écologique, on fait du éviter, on le démontre, on cherche à réduire au maximum notre empreinte écologique, notamment à l'échelle du parking. Et le reliquat, eh bien, on cherche des solutions de participation locale. Si on n'est pas dans un cas dérogatoire, à ce moment-là, on a l'obligation de compenser. Donc là, on est dans le dispositif ERC classique. Voilà. J'espère que j'ai répondu complètement à votre question. Ça méritera une conférence complémentaire qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. On aurait pu parler aussi d'un débat qui a... Excusez-moi, si je peux me permettre juste. Oui, ça me revient, j'ai vu votre signe. La question des coûts. Il y a, sur la partie paysage et biodive, sur les engagements avec le nouveau cahier des charges, à l'échelle d'une opération, les coûts, ils sont peu significatifs. Absolument. Là où il y a un vrai changement de paradigme qui est nécessaire, c'est sur la phase gestion. Donc on arrive à démontrer en fait à l'échelle d'un groupe comme Lidl que si on fait les choses correctement, dès le départ, avec des préconisations écologiques, un plan de gestion, on y gagnera à terme sur la phase gestion. Par exemple, la tonte raisonnée, si on tombe moins, c'est moins cher. Mais ça, on ne peut le faire que si les choses ont été faites correctement. Voilà. Sur la participation, évidemment, c'est une responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de nos engagements RSE, donc ça a un coût, mais c'est assumé à l'échelle du groupe. On pourra en parler sur la phase gestion, c'est un sujet qu'on connaît bien, et notamment il y a une nécessité de contractualiser sur du temps long, parce que investir dans l'entretien d'une prairie écologique notamment, ça nécessite des outils qui ne sont pas les mêmes que lorsqu'on fait de la tonte, et par exemple de retirer les déchets pour ne pas enrichir le sol et donc faire baisser la diversité des espèces. L'important, c'est de l'anticiper, comme vous l'avez dit, de penser plus loin et de s'entourer de partenaires locaux, des jardiniers, paysagistes, pour faire cet entretien de la manière la plus écologique possible. Merci, il y avait peut-être d'autres questions. On va être obligé de conclure. Ce que je vous propose, c'est que tant qu'il n'y a personne qui rentre dans la salle, on peut, hors micro et hors caméra, puisque la technique doit couper probablement, vous pouvez poursuivre les échanges et je vous invite à le faire avec nos invités. En tout cas, merci beaucoup à notre intervenante et nos intervenants pour cette table ronde. Vous pouvez les applaudir. Je rappelle vos prénoms, vos noms et vos qualités respectives. Amélie Lefébure et Nicolas Boulbès de Lidl qui a organisé cette conférence. Sylvain Boucheran de BL Evolution et Samuel Jolivet, directeur de l'Office pour les insectes et leur environnement. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien, notamment par le replay de cette conférence. À bientôt.